Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes à Diourbel, vous nous suivez sur la 94.1 et la 98.5. Si vous êtes à Tambacounda, à la une de ce journal, perturbations en vue dans le secteur de l'agriculture. Les travailleurs du ministère réclament des indemnités de logement et de risque, la réfection des bâtiments de service qui menacent ruine et des moyens logistiques pour les activités de terrain. À Saint-Louis, 270 écoles et 26 000 ménages vont bénéficier de rations à emporter, une contribution de l'ONG Counterpart internationale en vue de renforcer la résilience scolaire face à la Covid-19. Et puis en réponse aux réfugiés mauritaniens qui parlent de ségrégation dans la distribution de l'aide alimentaire d'urgence, le HCR réplique et clarifie: seuls les ménages les plus vulnérables ont été ciblés. Il s'agit de 350 familles de la vallée et 150 au niveau urbain. Au Mexique, le coronavirus poursuit sa course effrénée. Cette semaine, il a officiellement dépassé le cap de 25 000 morts et 200 000 cas confirmés de Covid-19. Dans le pays, la pandémie semble hors de contrôle. Mise en onde assurée par Pape Laïdier. Bienvenue à tous. Sud Nuit. Marie-Rosa Lingaï. Des ex-travailleurs de la SATAR, tous des pères de famille, sont en colère. Depuis 2008, ils courent toujours derrière leur argent. Selon eux, plus de 800 millions ont été débloqués. Certains sont payés, d'autres attendent toujours. Ces ex-travailleurs veulent être régularisés. Ils interpellent l'État, le ministre de l'Urbanisme, le tribunal du travail. Ils ont fait face à la presse ce samedi. Mam Insa Kandi, leur porte-parole, au micro de Mamadou Camara. Nous, les ex-travailleurs de la SATAR, nous réclamons notre argent après 13 ans de galère. Parmi nous, il y a ceux qui ont reçu leur argent et nous, jusqu'à présent, on court derrière. Nous n'accepterons pas. Nous menons ce combat jusqu'au bout et nous réclamons notre argent dans l'immédiat. Nous sommes au nombre de 300 personnes. Le nombre d'effectifs était 515. Parmi ces 515, il n'y a que 215 qui sont payés et ça reste 300 personnes. Ils n'ont rien reçu jusqu'à présent. Peut-être, on peut comprendre, dans un premier cas, les 215, c'était les syndiqués. Parmi les 300 personnes, il y avait en même temps des syndiqués et ils n'ont pas reçu aucun sou jusqu'à présent. Il y a beaucoup de gens qui sont syndiqués et ils n'ont pas reçu leur argent. Nous n'accepterons pas. On a galéré ensemble pendant 6 ans. Nous n'accepterons pas. Nous accusons la SATAR et nous réclamons notre argent dans l'immédiat. On va solliciter l'inspection du travail, en même temps le ministre de l'Habitat et en même temps le tribunal des travailleurs. On nous a dit qu'il y a 800 millions. C'est pour nous les travailleurs. Nous n'allons pas dire notre plan de stratégie. Ce qui est sûr et certain, nous menons le combat jusqu'au bout. Nous n'allons pas à guerre et dire notre système de guerre. Nous n'allons pas à guerre et dire notre système de guerre. Ce qui est l'essentiel, nous menons le combat jusqu'au bout et nous réclamons notre argent. Nous sommes prêts à tout. Nous n'accepterons pas que les gens syndiqués recevront leur deuxième trace. Nous disons non. Le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal a adressé une lettre ouverte au président de la République Macky Sall pour lui faire part des difficultés auxquelles l'agriculture sénégalaise est confrontée. Ces employés du ministère de l'Agriculture réclament toujours des indemnités de risque et de logement, mais aussi de meilleures conditions de travail. Voici Cheikh Atap Diémé, secrétaire administratif du Syntas, interrogé par Mamadou Camara. Nous avons écrit à la date du 18 juin 2020 une lettre ouverte adressée au président de la République. C'est dans le but de lui faire comprendre la situation difficile que vivent les travailleurs du ministère de l'Agriculture depuis longtemps. Les autorités tardent à satisfaire nos revendications. En tout cas, l'agriculture en général du Sénégal ne marche pas. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut au moins la satisfaction totale de nos revendications parce que cela va nous permettre quand même de travailler dans une dynamique participative qui va permettre à tous les travailleurs de se motiver pour faire carrément leur travail. Parmi les revendications, nous avons mis sur la table des autorités une indemnité de logement parce que nous sommes les rares fonctionnaires qui sont dans la fonction publique qui n'ont pas d'indemnité de logement. Il y a aussi une indemnité de risque et comme vous le constatez actuellement, la campagne a démarré. Nous faisons des va-et-vient partout aujourd'hui dans le pays et nous n'avons pas une indemnité de risque en cas de blessure. En tout cas, tu vas te prendre personnellement en charge. L'autre problème que nous demandons, c'est la réfection de nos bâtiments de service. Depuis Matousalem, ce sont les mêmes bâtiments qui sont là et certains bâtiments menacent de ruine. Et jusqu'à présent, les autorités aussi ne prennent pas la peine de régler ces problèmes-là. Nous avons aussi un problème de logistique. On ne peut pas faire une campagne agricole
sans moyen de transport. Nous n'avons pas de véhicule pour faire les longues distances. Il n'y a que des motos qui sont là. Et bientôt, nous allons démarrer les statistiques agricoles. Et quand on démarre ces statistiques agricoles-là, les enquêteurs vont prendre les motos pour aller sur le terrain et le restant du personnel vont rester comme ça sans aller sur le terrain parce qu'il n'y a pas de moyen qui est là pour faire le suivi de la campagne agricole. Ce que nous demandons au président de la République, c'est d'intervenir le plus rapidement possible pour régler au moins ce problème-là. Nous allons même continuer la lutte que nous avons entamée, c'est-à-dire les grèves. Le ministre n'a rien dit sur nos revendications. Jusqu'à présent, la fonction publique qui nous avait saisi par écrit pour nous dire que nous ferons tout pour vous contacter, jusqu'à présent rien. Donc on a beaucoup attendu, ça suffit maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure. Maintenant, notre seul espoir pose sur la réponse que le président de la République doit apporter à nos revendications. Lancement à Saint-Louis de la campagne de distribution des rations à emporter par l'ONG Counterpart International, une contribution qui entre dans le cadre de la riposte Covid-19. Elle est destinée à 270 écoles et 26 000 ménages bénéficiaires du programme intégré d'alimentation scolaire et de nutrition financé par le département des États-Unis pour l'agriculture dans la région de Saint-Louis, Yves Tendeng. Ce sont en tout 26 000 ménages de la région de Saint-Louis qui vont bénéficier de cette aide alimentaire de Counterpart International dans le cadre de la riposte face à la Covid-19. Il s'agit en effet des ménages ayant à leur sein des élèves des 270 écoles qui sont appuyés par la dite ONG, renseigne Amadou Souaré, responsable du programme Soukabe Django de Counterpart International. Cette distribution de rations à emporter est quelque part due même à cette pandémie du coronavirus, car comme vous le savez, l'État a très tôt pris des mesures pour permettre aux familles d'être résilientes par rapport à la maladie. Et comme nous sommes dans une logique d'accompagner l'État dans toutes ses actions en faveur des populations, notamment au niveau de l'éducation, donc nous devions aussi d'accompagner ce mouvement. Notre cœur de métier, c'est l'alimentation scolaire, distribuer des vivres au niveau des écoles pour permettre aux enfants de bien suivre les cours, d'être présents, assidus à l'école et donc de réussir. Des ménages qui, en plus de ces vivres, recevront également des produits et matériels de protection contre la Covid-19, poursuit toujours Amadou Souaré. Donc du matériel comme des masques, du gel, du savon, de l'eau de javel, etc. Toutefois, la sécurisation de ces stocks de denrées reste également une préoccupation majeure pour les responsables du dit programme, mais le sous-préfet de l'arrondissement de Thillé, Boubacar, de les rassurer. Mohamed Al-Amin Fall. Donc nous prenons l'engagement, bien sûr, avec les forces de défense et de sécurité, à les accompagner dans cette campagne de distribution, parce que nous savons que la gendarmerie a une présence dissuasive, donc qui permettra à terme d'assurer la sécurité. Signaler que cette première distribution des rations à emporter sera également suivie d'une seconde distribution prévue au mois d'août prochain, toujours au bénéfice des élèves. Saint-Louis. Yves Tendeng, Sud FM. Les réfugiés mauritaniens dénoncent la distribution de l'aide alimentaire dans la vallée où se trouvent quelques 12 000 réfugiés. Une distribution faite dans la plus grande ségrégation. Les femmes sont favorisées au détriment des hommes. En plus, seulement 2 personnes par site reçoivent cette aide distribuée par le HCR et l'État du Sénégal. Aldjouma Cicero alerte, c'est le coordonnateur des associations de réfugiés mauritaniens au Sénégal. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. J'ai été surpris, comme beaucoup de nos collègues à Dakar, quand on a appris que la répartition s'est faite par 2 personnes par site, alors que le nombre de réfugiés mauritaniens au Sénégal et particulièrement dans la vallée tourne autour de 12 000 et quelques. Alors ça pose un problème. On n'y comprend que dalle. Vraiment, ce n'est pas comme ça. Et même si ça devait se faire comme symbole, nous ne sommes pas dans l'état de symbole. Nous sommes dans l'état de vulnérabilité totale. Beaucoup plus que les Sénégalais. Donc on devait avoir du tic au tac. Le fast track, comme ils le disent, nous le méritons. Mais vraiment voir ça et entendre des collègues de la vallée nous appeler pour nous dire leurs inquiétudes, vraiment ça pose problème. Mais pourquoi est-ce que les femmes sont privilégiées? Les femmes, nous-mêmes, en tant qu'organisation, en tenant compte de la situation et du combat des femmes, nous avons toujours privilégié les femmes. Mais ce n'est pas une raison. Actuellement, tout le monde est vulnérable au niveau de la communauté de réfugiés, et particulièrement les réfugiés dans la vallée. Donc vraiment le faire comme ça, pour essayer de se faire un don, pour faire comprendre aux organisations des Nations Unies, nous pensons aux femmes. C'est vraiment du leurre. Des gens fatigués, défavorisés, vulnérables. Vraiment, on ne doit pas jouer sur leur vie. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. C'est le HCR qui distribue. Et l'État sénégalais, c'est les deux qui le font. C'est les deux qui font tout le travail de distribution au niveau de la vallée. Et particulièrement l'État sénégalais.
Le HCR qui apporte une réplique clarifiée et précise, les 350 familles les plus vulnérables au niveau de la vallée et 150 au niveau urbain ont été ciblées pour la distribution des kits alimentaires. Il n'y a pas de ségrégation, Dixit Moussa Sow, chargé de l'information au HCR, joint par Birama Ndiaye. À l'occasion de la journée mondiale du réfugié le 20 juin passé, la représentante régionale du Sénégal, en rapport avec le CNRPD, c'est-à-dire le comité national des rapatriés, des réfugiés et des personnes déplacées au niveau du Sénégal, et au FADEC qui est le partenaire de mise en œuvre du HCR, ont célébré la journée mondiale du réfugié dans 3 régions. C'est la région de Tamba, la région de Matam et la région de simultanément. Donc, compte tenu de la pandémie, aujourd'hui, de la maladie Covid-19, la journée a été célébrée dans la plus grande sobriété. Juste pas moins de 30 personnes comme invité, présidé par le gouverneur, par des régions, le représentant du CNRPD, le représentant du HCR, le représentant également de l'OFADEC et les représentants des réfugiés. Alors, donc, à cette occasion, la représentante régionale du HCR a voulu donc distribuer symboliquement quelques kits alimentaires donc à 350 familles réfugiées au niveau de la vallée. 150 au niveau urbain, donc ça fait au total 500. Au niveau de la vallée, on a donné symboliquement 350 kits qui ne sont pas encore donc, entièrement distribués. Actuellement, donc, au niveau du département de Bakel et du département de Bakel, que la distribution donc c'est faite également au niveau du département de Dagana. Donc le choix est porté tout simplement sur les familles défavorisées. Et comme vous le savez tous, en général, les femmes sont les plus vulnérables, mais également il y a des hommes. Parce que moi, hier, j'ai participé à la distribution au niveau du département de Dagana. Alors donc il y a des hommes comme des femmes. Voilà. Donc c'est juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ciblé les familles les plus vulnérables, mais sans aucune ségrégation. Voilà. Du développement communautaire en Afrique, le thème du 3e anniversaire d'Influence Magazine. Pour cette année, les personnalités les plus influentes de l'Afrique ont été primées. Ismaïla Badji, directeur d'Influence Magazine, revient sur les critères de choix et sur le but de la rencontre métafricaine. Ses propos sont recueillis par Ismaël Marcel Colli. Nous faisons un classement selon notre ligne éditoriale. Et donc cette année-ci, nous avons également fait le classement pour les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest, toutes catégories confondues. Et alors, nous nous basons sur 3 critères spécifiques que sont le profil, ensuite l'impact des activités du nommé dans sa communauté, ensuite la notoriété. Je pense que c'est ce qu'ils partagent tous le mieux ensemble. L'objectif de cette rencontre ouest-africaine justement, vous avez vu que dans ce contexte pandémique, dans ce contexte de la Covid-19, il nous fallait réadapter l'organisation de notre événement parce qu'à la base, nous organisons chaque année un gala. Et donc le gala, vous savez, tout ce que ça engendre comme spectacle et tout ce qui s'ensuit. Par contre, cette année, nous avons décidé d'abord de faire observer les mesures de distanciation sociale. Et donc, pour pouvoir en tout cas réunir toutes les forces vives du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest autour d'un thème bien précis, qui est les enjeux du développement communautaire en Afrique. Et vous savez que le développement communautaire, ça sous-entend l'engagement citoyen, ça sous-entend le respect des institutions et j'en passe. Il était important aujourd'hui qu'on puisse communiquer à travers nos différents canaux avec la jeunesse pour leur dire qu'il est important de s'engager citoyennement. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mexique, le coronavirus poursuit sa course effrénée après le Brésil. Le Mexique est le 2e pays d'Amérique latine le plus touché. Cette semaine, il a officiellement dépassé le cap des 25 000 morts et 200 000 cas confirmés de Covid-19. Dans le pays, l'inquiétude croît face à une pandémie qui semble hors de contrôle. Co-organisé par la Commission européenne et par l'Organisation internationale Global Citizen, un sommet mondial a rassemblé ce samedi des dizaines d'intervenants pour apporter des fonds dans la lutte mondiale contre la pandémie et pour assurer que les futurs vaccins ainsi financés seraient distribués en particulier aux pays qui ne peuvent d'habitude pas espérer être servis en priorité. Parmi les participants, le secrétaire général de l'ONU, le directeur de l'OMS Melinda Gates et des dizaines de premiers ministres comme Angela Merkel
ou de présidents comme Emmanuel Macron. Dans la masse des intervenants à ce sommet virtuel, pandémie oblige, Angélique Kidjo ou Miley Cyrus aux côtés de la première ministre néo-zélandaise ou de la chancelière allemande. Des messages pour annoncer de nouvelles contributions financières ou confirmer des annonces déjà faites dans l'effort mondial pour soutenir la recherche du futur vaccin contre la Covid-19. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Perturbations en vue dans le secteur de l'agriculture. Les travailleurs du ministère réclament des indemnités de logement et de risque, la réfection des bâtiments de services qui menacent ruine et des moyens logistiques pour les activités de terrain. À Saint-Louis, 270 écoles et 26 000 ménages vont bénéficier de rations à emporter. Une contribution de l'ONG Counterpart International en vue du renforcement de la résilience scolaire face à la Covid-19. Et puis en réponse aux réfugiés mauritaniens qui parlent de ségrégation dans la distribution de l'aide alimentaire d'urgence, le HCR réplique et clarifie, seuls les ménages les plus vulnérables ont été ciblés. Au Mexique, le coronavirus poursuit sa course effrénée. Cette semaine, il a officiellement dépassé le cap des 25 000 morts et 200 000 cas confirmés de Covid-19. Dans le pays, la pandémie semble hors de contrôle. Mise en onde assurée par Papla Gay. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.